Il a montré la forme de Saturne hybride et la forme monstre. Il a montré la forme hybride de Vénus-Juro et sa forme monstre. Et tous les autres, on a vu que leur forme monstre. Donc on n'a pas vu leur forme hybride. Donc c'est-à-dire qu'il reste encore 3 formes hybrides à découvrir. Donc il me semble qu'ils vont fêter les 25 ans et ça va être à Paris. Il y aura un petit événement et tout très prochainement en avril. Donc à voir. Je suis pas du tout au courant, j'ai pas d'infos, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'infos qui traînent. Et je pense que la mort de son sensei a été un peu dure pour lui. Parlons un petit peu de cette petite vidéo. Donc déjà, il a traité de beaucoup d'éléments, donc j'ai bien kiffé. C'était cool parce qu'il y avait vraiment un condensé de l'épisode. Donc déjà, on va parler des Tenryubito. Donc les Tenryubito, il y a pas mal de trucs à dire parce que on se pose toujours énormément de questions. Les Tenryubito, ils ont un pouvoir colossal. On l'a vu, ils ont le Haki des Rois, ils ont tous des fruits de type mythique, ils sont tous capables d'avoir des éveils de type très spécial, dans le sens où Luffy, par exemple, il a un fruit de type mythique, mais il a un éveil au niveau de sa forme, mais il a aussi un éveil au niveau de l'interaction qu'il peut avoir avec son environnement. Donc ça, c'est ouf. Et ça, c'est propre aux Paramecia. Donc après, pour les Logiens, on ne sait pas c'est quoi leur éveil qui sont propres à leur forme. On verra bien, mais les Zoan, eux, ils ont une forme très spéciale. La forme ultime, c'est la forme de leur éveil, quoi. En tout cas, c'est vrai pour Luffy. Après, pour les autres, à voir, hein, je ne sais pas encore... je sais pas encore à quoi ça correspond réellement. Mais en tout cas, dès qu'ils ont l'écharpe, ça veut dire qu'ils sont éveillés. Donc c'est tout ce qu'on peut savoir. Après, est-ce qu'ils ont une forme très spéciale? Parce que Luffy, son fruit est quand même hyper bizarre. Ok, c'est un fruit de type mythique, mais il a une forme spéciale dédiée à l'éveil. Alors que les Tenryubito, on dirait que c'est plutôt leur forme hybride qui est en plus de ça éveillée. Tu vois, c'est un peu différent. Tu vois. Donc Luffy, il a vraiment un pouvoir très spécial et je pense qu'il y aura une explication à tout ça. Donc ensuite... au niveau de leur pouvoir, on sait aussi qu'ils peuvent utiliser, en plus de leur Haki des Rois et de tous les autres Haki, et de leur pouvoir de type mythique et l'éveil, ils peuvent utiliser des pouvoirs qui sont, on dirait, présents, mais sur d'autres utilisateurs. Et ça, c'est colossal. Ça, on l'a déjà dit, t'as vu, je vais pas le répéter encore 15 000 fois, mais juste le fait que Saturne puisse envoyer des boules d'explosion, c'est quand même bizarre. Ça ressemble étrangement à d'autres fruits qu'on a déjà vus. Et aussi que... comment il s'appelle, Walküre, il puisse transformer ces deux défenses en lames tel Das Bones, donc le Mr. One pour la team Crocodile, quoi, pour la team Baroqueverse. Et du coup, quand on voit ça, on peut juste justifier leur puissance. On peut juste se dire qu'ils sont vraiment très très forts. Déjà, ils sont très très forts en termes défensifs et endurance. Ça, c'est vraiment les gros points faibles de Luffy. Parce que Luffy, une lame, ça peut lui être fatal, entre guillemets. Et l'endurance, c'est ce qui lui manque. Donc c'est vraiment les deux points faibles de Luffy, c'est ça. Et son point fort, c'est vraiment l'attaque et on va dire la vitesse, pas liée au côté loufoque, tu vois ça. Mais on peut mettre la vitesse quand même, qui est un de ses points forts. Et ça, c'est le point fort des Gorosei. Donc c'est inversé. Et là, pour l'instant, d'après ce qu'on voit, même si je pense que ça va être que temporaire, le Gorosei, son point faible, entre guillemets, c'est vraiment la force de frappe pure et dure destructrice, tu vois. Genre mettre une patate qui va te faire vaciller, tu vois. Après, on a vu Walküre faire un cri et dire à Luffy, oh, c'était moins une. Mais on n'a pas vu vraiment de coups vraiment dévastateurs, même si je ne doute absolument pas de leur puissance. C'est juste par rapport aux informations qu'on a actuellement. Donc pour résumer, le Gorosei ultra puissant et on n'a pas tout vu, tout simplement. C'est vraiment qu'ils sont très très forts, quasi mortels,
hyper endurants. Et en plus de ça, ils ont l'air d'avoir une puissance colossale dont ils ont gardé un petit peu leur... ouais, le côté puissance a été gardé secret, on pourrait dire ça comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un petit coup un petit coup de maître d'Oda, en mode il veut pas tout nous montrer. Déjà qu'il nous en a montré énormément, je suis archi content. Genre, je pensais même pas autant, tu vois. Mais il nous manque quand même quelque chose. On dirait qu'il a montré la moitié. Il a montré la forme de Saturne hybride et la forme monstre. Il a montré la forme hybride de Venus-Juro et sa forme monstre. Et tous les autres, on a vu que leur forme monstre. Donc on n'a pas vu leur forme hybride. Donc ça veut dire qu'il reste encore 3 formes hybrides à découvrir. Donc Oda quand même réserve des petites choses pour l'avenir. Donc assez content de voir comment ça évolue. Ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, eh ben, on peut passer à la suite, dans le sens où le Gorosei, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui leur reste. Donc clairement, pour rappel, n'oubliez pas que Saturne n'a pas perdu son combat. C'est-à-dire que Saturne n'a pas démérité, entre autres. C'est juste que vu qu'il y a un souci de temps, tu vois, eh ben, il a été obligé d'invoquer tous les autres Gorosei pour pouvoir éviter le drame qui est en train de se tramer avec Vegapunk. D'ailleurs, est-ce que dans le prochain chapitre, on aura le fameux incident d'Egghead, potentiellement, mais peut-être que non. On va en reparler après. Mais pour finir avec les Gorosei, leur mission principale, à mon sens, ça va être de stopper le message. Et d'ailleurs, on a vu des théories là-dessus, mais on en reparlera de tout ça juste après. On finit la petite analyse de la vidéo de Koji et on verra ça plus tard. Donc maintenant que ça c'est fait, donc on a parlé un petit peu du Haki des rois, de puissance, etc. etc. On va revenir sur le fait que Goji n'a pas été content du découpage du chapitre, et honnêtement je peux le comprendre. C'est vrai que de temps en temps, le découpage des chapitres est quand même bizarre. Après, franchement, je trouve que ça va comparé à certains chapitres qui étaient bien plus hardcore, tu vois. Par exemple, il y a un chapitre, je me rappelle, avec Barbe Noire. C'était Rayleigh Barbe Noire avec Boa Hancock, là, le fameux moment de la rencontre, là où Rayleigh est vraiment badass et que Barbe Noire fuit, entre guillemets. Hein. Et ben, quand on prend ça en compte, on peut facilement se dire que c'est bien écrit et tout, et qu'on a très bien compris la scène, mais je vous promets que quand le chapitre est sorti, c'était difficile à comprendre. Il fallait vraiment se plonger dans le chapitre pour comprendre. Moi, j'ai pas été choqué, mais j'ai eu beaucoup de potes qui m'ont dit « Mais je comprends rien au chapitre. Comment ça se fait que ça se passe après ça ?» Et en fait, Oda mettait vous savez, des cuts temporels, c'est-à-dire que il coupe, il montre pas ce qui s'est passé entre le début et la fin du combat, mais il n'y a pas de truc entre. Habituellement, tu as une histoire au milieu, et après on revient sur la scène, tu vois, on a un changement de scène. Sauf que là, il n'y a pas de changement de scène, c'est-à-dire qu'on commençait avec Barbe Noire qui arrive, qui se bat avec les Kuja, etc. Et 2 secondes après, dans la page suivante, tu tournes la page, et ben Barbe Noire tient Boa Hancock comme ça, et tout est détruit, tout le monde est à terre et tout. Et c'était difficile à comprendre, il fallait relire le chapitre plusieurs fois. Donc, honnêtement, franchement, moi je trouve que ça va. Je trouve que franchement, il fait le taf, Oda. Hein. Il fait le taf. Après, je peux comprendre que ça plaise pas. Hein. Oda est pas parfait non plus. Mais ça va. Moi, je suis pas trop dur avec lui, étant donné la fatigue qu'il a dû accumuler pendant ces 25 dernières années. Donc, petite information, les gars, 25 ans ce mois-ci, 25 ans de One Piece, les gars, si je me trompe pas. À moins que je me trompe complètement. Pourquoi j'avais l'impression que c'était 26 ? C'était 99, c'est peut-être l'anime, non ? Je crois que c'est l'anime. C'est l'anime 99, si je me trompe pas. Donc il me semble qu'ils vont fêter les 25 ans, et ça va être à Paris, il y aura un petit événement et tout, très prochainement en avril. Donc à voir, je suis pas du tout au courant, j'ai pas d'infos, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'infos qui traînent. Donc à voir, il y a un truc à faire les gars, si j'ai d'infos je vous dirai de toute façon en live, vous inquiétez pas. Donc pour en revenir à la petite critique de Goji, donc j'accepte totalement. Je trouve qu'il a le droit d'avoir cet avis-là. Je vais pas le partager au maximum parce que je trouve que Oda fait les choses plutôt pas mal, et que je pense que si on lui avait donné, comme lui-même l'a dit, pardon, si il avait
7 Vegapunk avec lui qui pourrait comprendre toutes ses idées, les mettre et partager un petit peu, je pense que là, il y arriverait, mais malheureusement, il peut pas, quoi. Il fait comme il peut. Et je pense que la mort de son sensei a été un peu dure pour lui. Même, je dirais pas qu'un peu, je dirais même très très dur pour lui. Et je pense qu'il avait besoin de ces 3 semaines pour se remettre en question par rapport à One Piece, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Je pense que pour nous, One Piece, ça prend énormément de place, c'est important. Pour lui, c'est aussi un petit peu toute sa vie. Mais je pense qu'il a des choses beaucoup plus importantes que One Piece. Et je pense que vous seriez tous d'accord. Euh, Si vous deviez choisir entre One Piece ou votre famille, je pense que le choix va être vite vu. Et ben, ça doit être pareil pour lui. Donc je préfère être indulgent avec lui, même si potentiellement il aurait pu faire mieux. Mais dans ce cas-là, il aurait pu tout le temps faire mieux. C'est ça le délire. C'est que s'il avait 1000 ans devant lui, peut-être qu'il aurait fait beaucoup mieux. Je suis d'accord avec vous, mais on est obligé de prendre avec pas juste le résultat final, mais de prendre tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Parce que effectivement, il y a des gens qui vont juger juste sur le résultat final, mais il faut aussi voir pourquoi certains moments sont plus durs, plus galères. On a vu des fois qu'il avait du mal à finir ses remplissages, ce qui est arrivé qu'une seule fois en 26-27 ans. C'est quand même ouf, hein. Moi, je trouve ça complètement ouf. Et pour terminer avec cette petite critique, je pense sincèrement... après, comme je l'ai dit, hein, Koji il a totalement le droit, mais je pense sincèrement qu'il faut prendre un peu de recul sur la situation, surtout quand on voit ce qui se passe avec les mangaka. Ils vivent pas très longtemps. Au final, les mangaka, soit ils tombent malades, soit ils sont en burn-out, ou soit il leur arrive un accident. Donc respect à lui. Et puis, moi, ça m'a pas trop dérangé de pas trop avoir les informations par rapport au Gear 5, tu vois. Est-ce que le saut est sorti ou pas de, de, de nulle part, je sais pas, mais ça me dérange pas. Et quand je réfléchis un petit peu, je vois qu'il y a peut-être un rapport étroit avec... euh, comment il s'appelle, les Looney Tunes, et pour moi ce serait totalement logique, tu vois, ce serait totalement logique que ce soit comme dans les Looney Tunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication logique, et qu'en fait ce qu'on cherche c'est pas de la logique, mais c'est juste du divertissement. Et du côté divertissement, franchement il a rempli sa mission, c'est juste ça. Effectivement on cherche énormément de cohérence par rapport à One Piece, mais c'est comme quand Nami arrive à se déplacer hyper vite pour taper Luffy, et qu'elle arrive à taper Luffy, et que ça lui fait une bosse à Luffy, et ben je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément de cohérence, c'est un gag et qu'elle a depuis très très longtemps. Et je trouve ça bien en vrai, je trouve ça bien, je trouve pas ça désolant. Je pense que Oda a toujours primé et mis en valeur le côté drôle de son aventure que le côté cohérence max, tu vois. Il a une cohérence au fond, hein, tu vois, une cohérence réelle dans le manga. Mais les gags, certains gags, il va pas se dire ouais, il faut que je me casse la tête parce que il faut que ça corresponde à son fruit, que ce soit. Non, il se dit allez, un gag, c'est un gag, bam, on le fait, basta. Et je pense qu'il a raison de faire comme ça. Comme ça, il reste quand même dans un manga un peu libre et qu'on n'a pas besoin de forcément tout expliquer à la lettre, etc. etc. Et je pense, il me semble qu'il avait dit en interview que ça l'agaçait justement le fait qu'on le reprenne sur chaque petit truc et tout, parce que c'est un petit détail et tout, et ça, c'est à cause des fans, ultra fans, et je comprends, je suis pareil, tu vois, je suis un ultra fan, mais des fois, il faut lever le pied, on va dire. Il faut lever le pied, parce que c'est pas grave, tu vois, c'est pas quelque chose qui va changer complètement tout le manga. Savoir si le saut, si le saut vient de Luffy ou pas de Luffy, ça va pas changer tout le manga. Et effectivement, ça peut avoir un impact sur le long terme par rapport au Gear 5, mais en vrai, si Oda il avait vraiment l'intention de faire un impact réel par rapport au Gear 5, ben, il l'aurait pas fait de cette manière. Et là, il a pas vraiment envie de réfléchir à ses gags par rapport à ça. Et je pense que c'est très bien comme ça. Donc on va terminer avec ça. J'ai beaucoup parlé sur ça, mais bon, vous connaissez Oda. J'ai l'impression de ressentir le travail qu'il fait, tu vois. J'ai l'impression de le ressentir et j'arrive pas à le critiquer à cause de ça. Parce que si je fais une critique, il faut derrière que je prenne en compte tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Est-ce que si tu étais à sa place, que tu faisais cette scène-là, et qu'en plus de ça, t'avais 20 ans où c'était galère, tu vois, et en plus 20 ans, je suis gentil, on est plus à 27. Si t'avais 27 piges, où tu travaillais sans relâche, si en plus de ça, t'avais des gens à tirer la rigotte critiquer pour le moindre petit détail
bête parce que ils ont remarqué, ils sont contents d'avoir remarqué, donc ils veulent te le mentionner. Pour toutes les personnes qui n'ont pas respecté, pour toutes les personnes qui lisent même pas le manga, mais qui vont t'envoyer de la haine juste parce que, juste parce que c'est ton manga a mieux marché que leur manga préféré. Énormément de choses comme ça, donc faut tout prendre en compte pour après émettre une critique. C'est ce que j'appelle la vision d'ensemble, comment on appelle ça, l'overview effect. C'est les Américains, ils ont toujours un truc pour expliquer des choses. Et l'overview effect fait en sorte que moi, je prends tout le temps tout dans son ensemble. C'est pas je vais prendre une scène où je vais me dire voilà, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Ok, c'est facile de faire ça, tout le monde peut le faire. Mais de comprendre l'ensemble et de ce qui se passait et pourquoi ce moment-là était moins bien que les autres, bah après tu te dis ah ouais, bah, ça va, moi j'aurais été à sa place, je pense pas que j'aurais fait mieux. Et humilité quoi. Donc voilà, et je dis pas ça par rapport à Goji, je dis ça par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers de One Piece, tu vois. Si c'est galère pour Oda, faut le voir aussi. Il faut pas juste voir les défauts, il faut aussi voir le travail derrière et la difficulté. Sinon, c'est galère. Enfin voilà, putain, j'ai l'impression d'avoir entendu des voix carrément. Donc let's go. On va terminer avec la théorie par rapport au robot antique qui serait Talos, donc la création de Héphaïstos qui serait là pour défendre la Crète, un royaume antique. Et Talos, c'est bien fait, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est pas mal. Au début, j'avais un peu de doute, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'énergie du soleil, le fait qu'il craint pas la chaleur, tu sais, des petits détails comme ça qui fait que ça y ressemble. C'est le type d'indice que Oda adore mettre dans son manga justement pour nous faire réfléchir. Et ça peut être aussi quelque chose tout autre et que ce soit un truc qui est là juste pour nous mettre une feinte, hein, ça arrive très souvent. Mais j'aime bien, j'aime bien. Hélios, dieu du soleil, ça ressemble beaucoup, tu vois, ça ressemble énormément. Donc je pense que oui, après tout ce qu'il a expliqué par rapport au fait que le robot géant c'était un guerrier pour défendre, etc. Ça c'est pour moi c'est logique. Je pense pas que le robot géant était là juste pour rigoler, tu vois. Je pense que c'était quand même une création à but militaire, hein, comme on en voit très souvent dans le manga. Je pense que tout est à but militaire, hein, que ce soit les fruits du démon, que ce soit le haki, tout ça, tu vois, tout ce qui a été fait dans le manga, à la limite, c'est à but militaire. Donc tous les personnages et tout, quand ils sont entre guillemets forts et qu'ils se battent, c'est que, surtout quand ça vient du siècle oublié, c'est que c'est clairement quelqu'un qui a été fait pour attaquer. En tout cas, c'est comme ça que pour moi qu'Oda construit ces petits personnages. En tout cas, c'est mon avis. Donc ensuite, pour terminer la vidéo, on va faire un petit résumé de tout ce qui se passe et je pense qu'on va même directement passer. Donc je pense que là, le résumé a été très dense. Très dense. Et je pense que le mieux, c'est de passer directement aux prédictions. Donc voilà les gars, c'est terminé pour la partie théorie, analyse du chapitre 1111 avec la théorie de Goji, avec les théories pardon, de Goji. Et nous, on va passer aux prédictions.